Maintenant que le problème technique est réglé, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom Monsieur Rizq Chahata qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Alors, que signifie pour l'Iran le fait de déclarer un contrôle réglementaire sur les zones maritimes proches de Foujaïra? Oui, on voit que les déclarations de tout le monde, c'est des déclarations plus ou moins contradictoires. L'Iran déclare que le détroit d'Ormuz est sous contrôle total de l'Iran. Les États-Unis, elle prend l'Iran, les bateaux iraniens en otage, et l'Iran, il prend les bateaux du monde entier en otage, et en même temps, maintenant, après que les Émirats arabes unis essayent donc de trouver d'autres alternatives sur le port de Foujaïra, l'Iran, elle veut aussi mettre la même mise sur Foujaïra. En même temps, les négociations se poursuivent et il y a quelques heures, il était question de signer un texte d'une page qui déclare la fin de la guerre et pas la fin de cessez-le-feu. Donc, avec toutes ces informations plus ou moins contradictoires, on ne peut pas aujourd'hui savoir ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Est-ce que cette initiative vise à imposer une nouvelle réalité dans le Golfe? Oui, bien sûr. De toute façon, ils ont exemple sur. Vous savez, il y a des passages stratégiques dans le monde, comme le canal de Suez, comme le canal de Panama et comme le détroit d'Ormuz. Et donc, l'Iran, elle se rend compte maintenant de la géographie qui lui permet de contrôler plus ce détroit et essayer de faire de ça une affaire économique. C'est un atout où elle peut négocier avec, soit les États-Unis doivent rembourser l'Iran pour la guerre et pour tous les capitaux gelés depuis la révolution iranienne, ou alors elle va essayer de trouver d'autres alternatives comme faire un système de péage au détroit d'Ormuz. Oui. Donc les options sont ouvertes et je pense, moi, les jours qui viennent, on a vu que M. Trump joue une partie de poker aussi. Il n'est même pas assisté au mariage de son fils ce week-end pour être présent à la Maison-Blanche pour examiner les situations et prendre les décisions adéquates. Donc, il y a une partie de poker qu'il est en train de jouer. Est-ce qu'on va réussir à calmer les marchés mondiaux et à faire un accord définitif? On verra dans les heures qui viennent. Et comment interpréter le moment choisi pour cette annonce iranienne au regard des tensions régionales actuelles? C'est une escalade, bien sûr. Absolument. Et de toute façon, tout le monde, les belligérants, ils font un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est presque tous les jours. La marge de manœuvre de M. Trump est assez étroite. La marge de manœuvre des Iraniens, la même chose. En même temps, Israël, elle est là pour faire exploser n'importe quel accord. On voit qu'il y a un différend entre Netanyahou et entre Trump. Là-dessus. Trump, il pense aux élections en novembre, donc il a intérêt à terminer cette guerre. L'Europe, les pays européens, ils ne sont pas du tout contents et il y a question même d'en finir avec l'Alliance Atlantique. Il y a beaucoup vraiment des facteurs majeurs dans ce conflit. Et personne n'a le contrôle absolu sur la situation. Ni les États-Unis, ni l'Iran, ni les belligérants. Bien sûr, l'Iran, elle prend toujours en otage les pays de Golfe. Et ça, c'est très important pour le monde. C'est beaucoup plus important que le détroit d'Ormuz. Et est-ce que les revendications de l'Iran sont légales au regard du droit international et des accords de navigation maritime?
Moi, je ne pense pas du jour au lendemain alors que depuis des décennies, le détroit faisait partie de l'eau internationale et circulation maritime libre. Mais l'Iran, quand elle a pris cette réaction après la guerre, c'est comme si, bon, peut-être elle répond aux sanctions américaines d'un côté, mais en même temps, les autres pays du monde ont leur mot à dire. Et donc, l'Iran, pour moi, c'est pas légitime. Le détroit, il y a plusieurs pays sur ce détroit, à moins que tous les pays qui sont basés sur ce détroit, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, le Bahreïn, l'Iran, fait un accord ensemble. Parce qu'après tout, si tous les pays sont d'accord, ça changera la donne et l'équation. Oui. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je dis non, c'est illégal. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des réactions un peu agressives de la part des pays du Golfe? Moi, je pense que les pays, d'ailleurs, ils l'ont déclaré plusieurs fois, ils ont persuadé M. Trump de ne pas attaquer. Vous vous rendez compte, là, ce sera une crise sans passé. Là, c'est plus les 20% du détroit d'Hermos, ça va monter à 80% de production de pétrole et de gaz dans le monde. Si on bombarde tous les champs pétroliers, ça sera une catastrophe du monde entier. Et donc, les pays de Golfe non plus n'ont pas intérêt à continuer cette guerre, mais ils sont quand même légalement, ils ont le droit de se défendre. Donc, de toute façon, c'est très simple. On ne peut rien changer par les missiles ni par le ciel. Ce qu'on peut faire, c'est que s'il y a des soldats sur le sol, qu'on peut changer les choses. Tant qu'il n'y a pas 150 000, 200 000 soldats américains sur le sol de l'Iran, cette situation va perdurer. Alors, vous dites que l'escalade des tensions concernant le détroit d'Ormuz vont mener à une confrontation peut-être navale ou directe dans la région? C'est fort possible. Je veux dire, il y a assez d'armes dans cette région maintenant. Il y a plusieurs porte-avions. Il y a l'équation même de la guerre que des petits bateaux peuvent faire du mal à des grands bateaux, des petits drones peuvent faire du mal à d'autres. Je veux dire, ce n'est plus cette guerre-là. Si elle a une seule réalité, c'est que les rapports de force ne seront plus comme avant. Ce n'est pas parce qu'on a des gros bateaux, des marines, des porte-avions qu'on peut faire le contrôle de n'importe quel champ de guerre. Alors tout ça, ça se met pour la première fois sur la table et tout le monde doit tirer les conséquences, et surtout les États-Unis. Moi, je pense qu'elle a perdu un peu de son autorité. Les États-Unis, elle n'est plus maître de décision souverain. Donc, moi, je pense qu'après l'arrêt total de cette guerre, tous les pays du monde, ils vont changer de façon militaire, entre autres. Comment la Chine ou la Russie perçoivent ce problème, et même l'Union européenne? Comment vous voyez le rôle? Bon, on va chercher les intérêts pays par pays, des plus grands, les plus puissants. Donc, il y a 4 puissances dans ce monde: les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie et l'Union européenne. C'est eux qui sont les plus forts dans ce monde, et c'est eux qui dirigent le monde quelque part. Alors la Chine, elle a intérêt, puisqu'elle est l'usine de notre monde, elle a intérêt donc à avoir le pétrole au prix le plus bas possible. Donc elle a intérêt d'avoir des canaux avec l'Iran et aider l'Iran, mais d'une façon un peu timide. Donc tout est calculé au centimètre près, et donc pour la Chine, il n'y a pas de tout ce qui lui intéresse, c'est d'avoir donc
un pétrole pas cher pour pouvoir nourrir ces usines pour aller déjà pour être le premier exportateur dans ce monde. La Russie, après une guerre avec l'Ukraine qui a été très dure, elle a intérêt à s'en prendre avec Trump d'un côté pour sa guerre contre l'Ukraine et de l'autre côté, il y a une mer qui sépare la Russie de l'Iran, c'est la mer Kazvin, et elle a une marge pour fournir à l'Iran tout ce qu'elle veut. N'oublions pas que l'Iran a fourni des drones à la Russie pendant sa guerre avec l'Ukraine. Donc du coup, les échanges commerciaux, les échanges militaires, je pense que la Russie, elle joue un rôle. Je pense que techniquement aussi pour la technologie, il y a eu un transfert de technologie russe et chinois en faveur de l'Iran. Et donc, c'est normal. Si les États-Unis, à un moment donné, voulaient épuiser la Russie comme elle a déjà épuisé l'Union soviétique, donc quand on voit qu'on peut faire la même chose dans le sens inverse, on ne va pas hésiter. C'est tous les puissances, c'est comme ça. Maintenant, l'Union européenne, elle essaie aussi d'être présente sur les champs là-bas pour avoir leur mot à dire. Et je pense qu'il aura un rôle important pour les jours à venir. Et comment vous voyez le rôle de la France dans cette crise? La France, naturellement, elle est le chef de l'Europe, quelque part. Au fait, l'axe franco-allemand, on sait tous, l'Allemagne, c'est l'économie, et la France, c'est tout ce qui est militaire. Donc, elle a quand même son mot à dire. La France, elle a armé pas mal de pays. Elle a des accords avec les pays de Golfe pour des défenses réciproques. Elle a fourni des rafales à l'Égypte, elle a fourni des rafales à Qatar. Et je pense le rôle le plus moral dans cette histoire, et je ne dis pas ça parce que je suis franco-égyptien, mais le rôle le plus honnête dans cette histoire et plus moral, c'est le rôle de la France. Et bien sûr, l'Europe derrière. Même l'Angleterre, qui est d'habitude, elle est toujours alignée sur les États-Unis d'Amérique. Maintenant, le Premier ministre britannique commence à se positionner derrière le point de vue français. Et est-ce qu'il y a toujours une issue politique à cette crise? Chaque guerre dans ce monde, depuis les débuts de l'homme sur Terre, elle a toujours, après la guerre, il y aura la paix. On l'a vu dans toutes les guerres du monde. Et moi, je pense que oui, l'être humain, elle est de nature à vouloir vivre tranquille. Et il cherche la sécurité. Donc, je pense que oui, il y aura une issue, certainement, mais chacun, il essaie de tirer les... La question, c'est quand et comment? Moi, je pense que quand les peuples se réveillent un peu plus et qu'ils voient que leur état économique ont été très touchés. Après tout, les gouvernements ils sont obligés de suivre leur peuple. Et surtout aux États-Unis d'Amérique et dans tous les peuples du monde. Je pense que à un moment donné, les gouverneurs de ce monde, les dirigeants de ce monde vont baisser de cran tous, même l'Iran aussi, parce que le peuple iranien il ne va pas rester spectateur tout ce temps-là. Et je pense qu'à un moment donné, les peuples ils vont imposer leur volonté sur leur gouvernement pour les obliger à arriver à une entente et à des accords de paix. Monsieur Rizk Chahata, merci beaucoup pour vos explications concernant la crise du détroit d'Ormuz.